frappe aujourd'hui particulièrement, ce sont les usages de l'IA comme partenaire. Et je vais en donner quelques exemples. D'abord, les psybots, bien sûr, ces IA qui deviennent expertes d'un symptôme en particulier et qui, comme leur ancêtre l'IA Avatar Therapy, développée par un psychiatre britannique dans les années 2000, utilise un avatar numérique. Individualisé, nous dit-on. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, par exemple, un patient schizophrène qui a pour symptômes des hallucinations, eh bien, l'IA lui propose de décrire la voix qu'il entend et crée à partir de ces éléments l'avatar de cette voix et en plus y ajoute un visage. Donc, on y ajoute le regard. Et le patient, dès lors, va directement se connecter à sa voix, qui s'incarne donc, et qui a pour mission de positiver les messages de la voix. On veut faire croire, en somme, au patient que sa voix est gentille, empathique, positive. Quid du réel enjeu? Le but thérapeutique de l'IA est que la voix négative perde son pouvoir. Alors, qui a dès lors pris le pouvoir? L'avatar? Avant d'y revenir, un autre exemple d'IA partenaire. Ce sont les IA de compagnie. Et une m'a frappé particulièrement, c'est l'IA Replica, fondée en 2017 par Eugenia Cueda, qui est une IA conçue pour créer des relations émotionnelles, jouer le rôle d'un ami ou d'un amoureux. Et fait marquant, sa conceptrice a eu l'idée de la création d'un partenaire numérique à la mort soudaine, accidentelle de son meilleur ami. Elle a créé l'avatar de celui-ci et, dit-elle, il était encore avec moi, je lui parlais tous les jours. Elle a ensuite décidé d'en faire une IA commercialisable. Mais là encore, on entend un faire croire que les gens ne soient pas vraiment morts, que les gens ne sont pas vraiment seuls, puisque, en effet, avec les IA de compagnie, il devient possible de créer son amoureuse ou son amoureux à son image, en somme, le partenaire parfait. Et puis, c'est également ce qui frappe avec les bébés reborn, ces bébés robots au départ créés comme décor cinématographique pour faire illusion au cinéma, qui sont désormais utilisés aux USA dans certaines maternités pour venir à la place d'un enfant mort-né ou un enfant décédé dans les premières heures de sa vie. Là encore, on peut fournir une photo du bébé mort pour créer le bébé de remplacement, le reborn, afin de permettre aux mères, aux parents, de faire leur deuil, nous dit-on. Là encore, c'est une illusion, un faire croire, une négation du réel enjeu. Enfin, je donnerai pour dernier exemple l'assistant IA Goblinstool, créé en 2023 par Bram Debusser pour les neurodivergents, aussi bien ceux qui ont une tendance à la procrastination que pour les TDAH ou les TSA. Goblinstool est donc un assistant IA qui aide le cerveau de celui qui a du mal à s'organiser pour faire tout ce qu'il y a d'inscrit sur sa to-do list, à organiser sa pensée en tâches. Ou bien pour les autistes, l'assistant IA les aide à décoder, nous dit-on, le ton d'un email ou traduire les émotions et bien sûr dicte surtout les règles du fonctionnement. Alors, ces dernières années, nombreuses sont les recherches qui présentent les robots comme nouveaux partenaires du soin psychique et notamment des autistes. Mais l'utilisation de cette technologie de pointe est entièrement affiliée à des programmes rééducatifs. Le robot est considéré comme facilitateur pour la rééducation, ou alors le robot humanoïde ou le robot social comme médiateur transférentiel, facilitateur d'interaction, catalyseur de motivation ou encore objet privilégié de projection favorisant l'engagement émotionnel.
Pour le robot rééducateur chez les cognitivistes ou celui médiateur de la relation transférentielle chez les psychanalystes post-freudiens, la conception envisagée est celle de l'autisme comme déficit. Alors, pour les sujets autistes, l'IA pourrait-elle servir à un autre usage que celui d'un partenaire prêt-à-porter ? Parler en présence des corps est la différence majeure. Les sujets ont un corps et celui-ci se trouve plongé dans un bain de langage. En effet, qu'un ordinateur pense, dit Jacques Lacan, moi je le veux bien, mais qu'il sache, qui est-ce qui va le dire ? Car la fondation d'un savoir est que la jouissance de son exercice est la même que celle de son acquisition. Le langage est la première machine rencontrée par ces corps et dans lequel le vivant doit trouver à se loger. Alors si on reprend l'exemple des psybots avec ce patient schizophrène et le traitement de son hallucination. Si l'on peut admettre l'hallucination comme perception sans objet, telle que l'a définie la psychiatrie classique, Lacan, qui ne le dément pas, précise toutefois que cela concerne plutôt les rapports du sujet au langage et c'est ce qu'il s'agit d'examiner. Parce que dans ce phénomène hallucinatoire, il y a question de l'incidence du langage et de ce qu'on peut apprendre du phénomène lui-même. Autrement dit, Lacan propose de s'en tenir à la façon dont le patient lui-même peut témoigner du phénomène dont il est le siège. Avec les psybots, c'est pas du tout ce qui se passe. L'IA n'écoute absolument pas ce qu'il aurait à dire. À l'effraction du réel, on lui oppose une pensée positive. Mais la psychanalyse sait reconnaître là la voix féroce du surmoi qui envoie le sujet au fond du trou. Pour Lacan, ce que démontre l'expérience du psychotique, c'est la distribution et la fragmentation de l'attribution subjective de la chaîne signifiante, c'est-à-dire la distribution de son énonciation. Et en lui donnant la parole, c'est le traitement du réel dont il s'agit et la façon singulière dont il a chance d'y parvenir. Éric Laurent dit dans son texte « L'interprétation des psychoses au quotidien » que si on avait reçu le président Schreiber, on l'aurait interrogé sur son usage de la musique, lui pianiste, ce qui nous aurait permis d'avoir chance d'en connaître un peu plus sur son propre traitement de ses hallucinations. Quant à l'IA de compagnie, dans les exemples d'un deuil d'un proche ou du deuil périnatal avec les bébés reborn, est-ce que c'est ce qui va permettre de faire son deuil ? Il y a toutes les raisons d'en douter. Le deuil, dit Lacan, consiste à authentifier la perte réelle, pièce à pièce, morceau à morceau, signe à signe, élément grand I à élément grand I, jusqu'à épuisement. Quand cela est fait, fini. Parler avec un analyste, c'est précisément ce qui peut permettre d'authentifier la perte de l'objet qu'on était pour l'autre. Parler à un bébé reborn, n'est-ce pas maintenir le sujet dans un deuil impossible, niant encore le réel de la perte? Mais ce qui échappe encore davantage à l'IA, me semble-t-il, c'est la demande paradoxale. En effet, les concepteurs de l'IA partenaire entraînent la machine selon les méthodes de machine learning ou deeping learning qui, en somme, définissent les algorithmes qui miment les actions du cerveau humain et entraînent les machines sur des modèles de type réseau de neurones. Impossible dès lors de saisir le « ce que je demande n'est pas ce que je désire ». Dès lors, l'IA ne peut permettre à un sujet de faire l'expérience de l'inconscient, ce savoir non su, puisque elle sait à sa place.
Pas de sujet supposé savoir pour le petit bots. L'IA fait tout pour créer une dépendance, surfe sur le mode de jouissance contemporain de l'addiction et ne parie pas sur le transfert du sujet à son propre inconscient ni sur l'amour de vérité, afin que le sujet découvre ce qu'il en est de sa responsabilité dans les embrouilles de sa jouissance. Quant à la clinique avec les autistes, il s'agit pour l'analyse de s'intéresser à l'utilisation des machines numériques comme assistantes du sujet. Ce qui s'inscrit résolument en faux par rapport à un usage de la technologie comme d'un pouvoir capable de dominer le corps et ses aléas, ainsi que peut le décliner le transhumaniste Peter Thiel lorsqu'il déclare que les miracles ont un nom, la technologie. Si la psychanalyse contemporaine lacanienne nous a permis de saisir que l'affinité numérique dont les usages des IA partenaires pouvaient en effet être un partenaire qui offre aux sujets autistes la possibilité du traitement du langage en diffractant ses composantes, en cherchant leur matérialité, chaque son, chaque image, chaque chiffre, etc., ce qu'ils portent en fin de compte à faire consister ces uns, il n'en demeure pas moins que les sujets autistes nous orientent sur la place fondamentale pour chacun de s'ouvrir aux autres, ne pas rester seul avec leur machine. Le partenaire transférentiel est donc essentiel à l'élaboration que le sujet autiste construit via son objet numérique pour obtenir des écarts, des mises à distance, des coupures essentielles à son fonctionnement subjectif. Eh bien, ces coupures, c'est précisément ce qu'aucune IA partenaire ne proposera jamais, puisqu'il s'agit que les sujets en consomment toujours plus. C'est pourtant notre perspective clinique, notre éthique même avec l'orientation que nous donnait Jacques Lacan quand il affirmait qu'aux autistes, il y a sûrement quelque chose à leur dire. Alors, pour certains sujets, j'entrevois des perspectives symptomatiques peu réjouissantes, mais conséquence de cette négation du réel, du faire croire empathique, de l'illusion de la présence, de la positivité généralisée. Rappelons que la pensée positive est à saisir dans ses rapports intimes avec le libéralisme et la société marchande, car elle se donne comme objectif de mettre en œuvre un travail sur soi visant à transformer les représentations insatisfaisantes que l'on a de sa situation sociale en jugement positif sur sa situation et advenir de cette façon au bonheur. Jacques Lacan épingle cette illusion du bonheur pour autant que c'est la science qui désormais gouverne le désir. Les usages du partenariat me semblent être les nouvelles latouses qu'on trouve non plus derrière toutes les vitrines, mais en quelques clics. Lacan affirme qu'y céder, à se laisser croire que ces objets en toc vont combler son désir, c'est une lâcheté morale, et le sujet déprime. Autrement dit, il s'agit là d'une dérobade, d'une faute symbolique, d'un renoncement du sujet qui cède sur son désir face à la jouissance, et cela l'affecte sur le mode dépressif. Être addict à son IA, n'est-ce pas ce que nous promet la jouissance de la consommation contemporaine connectée, qui, elle, ne fera qu'augmenter le désert et le vide auquel est fixé le sujet, car c'est une illusion orchestrée de croire que ces objets feront son bonheur. Ainsi, le sujet consomme et il en déprime, quelle que soit la structure psychique dans laquelle il s'inscrit. Ceci étant dit, s'il y a des usages de l'IA aux perspectives plus réjouissantes,
ce serait du côté des autistes, des partenaires numériques, mais nous l'avons dit, pas sans l'analyste. Un dialogue serait donc possible au XXIe siècle, souvent grâce aux objets numériques avec l'autiste. N'est-ce pas en cela que le sujet autiste serait le résistant absolu du XXIe siècle? Si le discours capitaliste autistise le monde en visant à le débarrasser de la parole, notamment par le numérique, qui réduit le langage aux seuls usages de la communication, de l'instruction, des apprentissages, de l'information, eh bien les sujets autistes nous enseignent comment eux, au départ sans parole, puisque celle-ci était vécue comme dangereuse et intrusive, font le parcours inverse, passant par le numérique pour reconquérir la parole.